toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Le plateau du Média TV où je me trouve avec Noam Anouar. Noam Anouar était un ancien policier, lanceur d'alerte et chroniqueur pendant longtemps. Il nous a dispensé son regard sur l'actualité police-justice sur une base hebdomadaire ici sur le Média TV. Mais depuis, la régularité s'est perdue en raison de l'indisponibilité de son sparring partner, c'est-à-dire moi, suroccupé par la contre-matinale. Mais bon, une occasion s'est présentée et nous nous sommes dit, une édition spéciale, et ben pourquoi pas. Nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui. La sortie du dernier livre de Noam, 100 conseils pour votre sécurité, publié par les éditions Talma Studio, voici le livre, mais aussi les événements actuels en Guadeloupe, que tu avais en quelque sorte, Noam, anticipé. Mohamed, le héros de l'assassinat de Clé Chouilly, invisibilisé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dont le prédécesseur Christophe Castaner est attaqué par un policier, attaqué en justice, par un policier qui avait été accusé injustement de radicalisation. Nous allons également parler d'autres sujets. Comment tu vas, Noam ? Ma foi, ça va, merci, très content de vous retrouver. Et puis, comme de tradition, on a l'habitude d'introduire l'émission par une petite séquence musicale. J'avais envie de vous présenter un artiste que j'ai eu l'occasion de croiser, quelqu'un de tout à fait charmant, qui a écrit un très beau texte sur les relations police-population. Donc, il s'appelle Daniel De Filippi. Donc, voilà, je vous laisse apprécier. Tu as demandé la police, on viendra pas. Tu as besoin de nos services, on viendra plus. Il n'y a plus d'abonnés. On a démissionné. Tes appels au secours, on n'y répondra pas. C'est toi qui l'as voulu. Alors on viendra plus. C'est ça que tu voulais ? On n'est pas des cow-boys. On en a juste ras-le-bol. Ne viens pas nous chercher seulement quand ça t'arrange et nous faire un procès d'un contrôle qui dérange. C'est vrai, il y a des connards qui ont sali l'uniforme. On les met à l'écart. On leur en veut. Énorme. Énorme. Mais nous, on y croyait quand on s'est engagé. On y croyait vraiment. On aurait tout donné. Alors, Noam, ton actualité en ce moment, c'est la sortie de ton livre, 100 conseils pour votre sécurité. C'est un livre, si j'ai bien compris, d'ailleurs j'ai bien compris parce que je l'ai lu, c'est un livre de conseils pratiques. Tout à fait. Alors en fait, si tu te souviens bien, dans notre émission de juillet, en fin de séquence, on avait mis en évidence des communications de policiers qui nous disaient qu'ils avaient reçu pour instruction de ne pas traiter les petites infractions dont le préjudice était même précisément inférieur à 2 000 €. C'est-à-dire 80% en réalité des choses qui nous polluent l'existence au quotidien, c'est-à-dire les petits larcins, mais on peut les appeler comme ça ou les qualifier ainsi, mais en réalité, ce sont en fait des actes de délinquance réels qui ont des conséquences catastrophiques à la fois au plan psychologique, mais à la fois aussi au plan du préjudice financier, puisque 2 000 € pour chacun d'entre nous, j'imagine que c'est une somme quand même relativement considérable. Donc il s'agit des vols, des agressions, des escroqueries en tout genre, qui peuvent avoir lieu partout, c'est-à-dire sur le chemin, dans les transports, en voiture quand on se rend au travail, quand on va faire nos courses, à domicile, parce que les escroqueries peuvent parfois aussi nous toucher sur Internet, mais également dans notre maison, en vacances, c'est-à-dire que partout, en réalité, on est vulnérable justement à tous ces petits actes de délinquance. Et ce livre permet de réduire de façon très considérable la probabilité d'être victime justement de cette délinquance quotidienne. Qui donne des conseils, des tips qu'on a en tête et qui nous permettent d'éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. Tu as voulu qu'on revienne sur la révolte générale en Guadeloupe, une révolte à laquelle le gouvernement a réagi en envoyant le RAID et le GIGN, ce que déplore vivement l'opposition parlementaire. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Alors déjà en septembre, sur ce plateau, tu affirmais, document à l'appui, que le choix répressif avait été fait dès l'été. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Ah, totalement. Alors là, je m'en réjouis pas, je dirais particulièrement, mais
en septembre, début septembre, donc dans notre émission, on a déjà à l'époque, a posteriori, diffusé un document qui émanait du directeur général de la police nationale, un document qui avait été diffusé en interne cet été, donc au début de l'été, où alors on faisait état d'un diagnostic, c'est-à-dire et d'un pronostic, donc d'une prévision des services de renseignement, qui prévoyait de façon très précise une crise sociale d'ampleur sur l'île de Guadeloupe. Donc, alors l'objet de cette note, c'était de mobiliser des volontaires en provenance des commissariats de métropole et des services d'ordre public pour pouvoir aller renforcer les troupes justement dans les dom-toms, parce qu'il était précisé dans cette note que la crise avait un caractère de possible contagion, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'étendre aux autres îles. Et là, moi, je ne suis pas le premier surpris, mais en fait, ce qui m'interpelle, c'est la précision avec laquelle, justement, tout ça avait été anticipé. Donc, on sait que ça date du mois de juillet, a priori, que ça avait été prédit, analysé et justement anticipé du point de vue de l'ordre public. Et nous, on l'avait déploré en septembre. Mais quelque part, quand on l'avait déploré, on s'était dit que c'était dans l'intention, c'est-à-dire l'idée de dire, on va avoir une crise sociale d'ampleur, mais plutôt que d'essayer de répondre à la cause, c'est-à-dire essayer peut-être de faire baisser les prix, d'améliorer la qualité des soins, etc., on avait déjà anticipé la réponse, qui est celle à laquelle on assiste actuellement, c'est-à-dire une réponse répressive. Et donc là, je vois qu'effectivement, tout le monde s'émeut. Alors, je ne vais pas vous dire qu'effectivement, on le savait, mais moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire que moi je vous invite, je vous renvoie vers la vidéo de septembre, où de façon très précise, on vous dit, voilà, il va y avoir des problèmes en Guadeloupe, alors qu'à l'époque, rien dans l'espace médiatique ne laissait présager justement que ça allait se produire. Je veux dire, l'expertise en matière de renseignement aurait pu permettre de déboucher sur une solution politique, sur des négociations, sur des discussions, sur autre chose que la fatalité de la répression. Alors, à l'époque de cette note de service, c'est-à-dire que c'est une note qui est extrêmement directive, dans laquelle on dit aux policiers, vous venez, et puis si vous n'êtes pas volontaire, on viendra vous chercher, globalement. Donc, c'est-à-dire que la décision, en fait, de réprimer avait déjà été prise au moment où la note a été éditée. Donc, si la note, connaissant le circuit administratif, a été éditée pendant l'été, j'imagine bien que la décision a été prise bien en amont. C'est-à-dire que donc, là, alors moi, j'invite les gens à raisonner avec beaucoup d'intelligence, notamment à tous nos compatriotes des îles. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de subite. On vous le démontre noir sur blanc, c'est quelque chose qui suit un cheminement qui a été réfléchi, qui a été pensé avant. Donc, moi, je pense qu'aller dans le sens des événements tels qu'ils ont été prédits, c'est toujours une mauvaise chose, parce que ça signifie bien que l'État a la réponse et que finalement, on ne sortira peut-être pas gagnant, quand je dis « on », c'est le peuple, de cette confrontation. Donc, il y a peut-être une autre solution à imaginer, et moi, je ne l'ai pas. Je suis étranger à ce qui se passe sur les îles, ce n'est pas un territoire que je maîtrise, mais je pense que dans la façon de réfléchir globalement, il ne faut peut-être pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Voilà. En même temps, je pense qu'avant l'éruption de violence, il y a eu quand même beaucoup d'appels à négociation. Depuis le mois de juillet, il y a eu des manifestations régulières, il y a eu en fait un refus du gouvernement d'aller sur le terrain de la discussion. C'est ça, ça signifie bien qu'on avait refusé justement toute ébauche de solutions, je dirais, diplomatiques, entre guillemets, et que de toute façon, l'hypothèse de la confrontation avait été acceptée par le gouvernement. Et donc, je veux dire, on ne fait pas de miracle. On a mobilisé des effectifs d'ordre public. J'ai appris par la voie de presse qu'il y a des gendarmes mobiles qui se sont fait tirer dessus. Moi, je pense qu'avec les gendarmes et les policiers, on appartient au même peuple. C'est-à-dire que j'invite tous nos compatriotes de Guadeloupe et de Martinique à ne pas s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre, parce que ce sont des gens qui font leur boulot. Ils le font parfois de façon contrainte. Moi, aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est-à-dire que je suis contacté par un certain nombre de policiers qui me disent « Bon, tu avais raison au final, mais nous, on n'a peut-être pas la même propension à résister ». Donc, je veux dire, ce n'est pas des gens qui méritent qu'on leur tire dessus globalement, même si je pense qu'il y a beaucoup de colère et que la colère est peut-être légitime, la réponse est sans doute mauvaise. Et comme je le disais, le fait que ce soit prévu et anticipé, de toute façon, ça nous laisse penser que de toute façon, le peuple ne sera pas gagnant à la fin. Voilà. Il faut aussi noter que finalement, les réactions violentes sont surmédiatisées, mais
au-delà des réactions violentes, il y a un vrai mouvement social, qui est un mouvement bien social sûr, classique, qui est pacifique et qui n'est pas Voilà, mais là, dirigé qu'est-ce qu'on de voit, manière effectivement, particulière. on voit que les gens, la population tire sur les policiers, donc on est en Mais train de ce nous qu'on préparer. voit, mais en fait, en même Voilà, temps, on est en train de nous préparer. Quand la police va tuer justement un Guadeloupéen ou Martiniquais, on va nous dire oui, mais regardez, il y a 3 jours, on vous l'a montré, la police s'est défendue puisqu'on leur tire dessus. Donc je pense qu'on est en train de préparer finalement, je ne vais pas dire un bain de sang, mais quelque chose qui va justifier peut-être une action violente. On parle du raid du GIGN. Attendez, le raid, le GIGN, c'est ce qu'on a envoyé quand il y a eu Mohamed Merah, quand il y a eu les Kouachi. On n'envoie pas le raid du GIGN contre le peuple de Martinique ou de Guadeloupe. Il s'agit d'un mouvement social qui est porté donc, Voilà. par une coalition d'organisations, notamment des syndicats, qui ont été complètement délégitimés et marginalisés par le gouvernement, et ce qui laisse justement la place à une contestation plus vive, plus de nature plus révolutionnaire, on dira. Alors, un autre sujet, un peu droit de suite, c'est l'affaire de la maman qui avait été gazée au gel lacrymogène à Corbeil-Essonnes. On regarde les images pour se rappeler. Alors, l'adjoint au chef de circonscription de Corbeil-Essonnes s'était finalement excusé, ce qui ne lui a pas porté chance. On regarde un extrait. Commissaire, 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 commissaire. On va pas laisser l'affaire. Nous sommes avec le commissaire. Voilà. Tout le quartier, elle est avec le commissaire. Ah oui. Il a été mis au placard dû à des excuses qu'il avait fait à une maman qui avait été gazée par erreur, parce que c'est rarissime qu'un commissaire s'excuse quand même. Il sait faire apaiser les tensions. On a besoin des commissaires comme ça dans nos quartiers. Un homme de terrain, un homme de dialogue. Regarde ça, il vient, il s'excuse. Pourquoi ils mettent dehors? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils veulent pas accepter, ils veulent pas les dialogues. Alors, Noam, pourquoi sanctionner un responsable policier qui s'excuse pour de tels faits qui, a priori, ne sont pas défendables? Gazer une maman alors qu'on aurait pu faire autrement, ça mérite effectivement de s'excuser. Mais pourquoi ça dérange sa hiérarchie au point qu'il soit... Alors déjà parce qu'il est, on va dire que la police c'est un corps très hiérarchisé, donc la commissaire divisionnaire qui elle chapeaute le district de Corbeil-Essonnes, elle avait soutenu ses troupes en direct sur les antennes des différents médias. Donc le fait d'avoir pour le commissaire Pierre Bourdon, donc le fait d'avoir délégitimé le propos de sa supérieure hiérarchique a été extrêmement mal reçu. D'autant que le ministère de l'Intérieur, en ce moment, essaye de renvoyer, essaye de courtiser l'électorat d'extrême droite en essayant de renvoyer une image de fermeté sur les questions des violences urbaines, des rodéos, de l'immigration. On le voit en ce moment. Donc, ce commissaire, en fait, n'est pas dans la ligne, je dirais, ministérielle, tout simplement. Parce que, dans les faits, on l'avait dit ici, mais moi, je l'avais dit sur d'autres médias, c'est une escalade qui pouvait s'expliquer au plan culturel. Les parents en banlieue, les mamans, c'est quelque chose de sacré. Les types sont tous au chômage, ou pour une bonne partie, le quartier des Tarterets est un peu connu pour ça. C'est une histoire qui est très compliquée. Donc ils se distraient en faisant du rodéo urbain. Ils sont interpellés, jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est interdit par la loi, l'interpellation est légitime. La maman assiste à l'interpellation violente de ses enfants, elle ne s'interpose pas, elle proteste, et puis le policier la gaze. Donc naturellement, c'est ce qui met le feu aux poudres. Ce n'est pas l'interpellation ou le principe de l'interpellation qui a mis les habitants en colère, c'est le fait que la maman ait été gazée. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à l'époque, avant ces événements, c'est que l'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. Il y a un moment où on peut se dire, la maman, c'était peut-être pas une obligation de la gazer, on peut revenir sur s'excuser, voilà, en quelque sorte, et puis essayer de remettre les choses en ordre. Parce qu'on avait eu 7 ou 8 nuits d'affilée d'émeutes avec la CRS numéro 8, c'est-à-dire le bébé de Darmanin, la super CRS avec des 4x4 qui pouvaient rouler sur les trottoirs, etc. En gros, ils ont mobilisé cette CRS pour la première fois sur le terrain. Elle a été en échec, elle n'a pas réussi à ramener l'ordre républicain.
Donc du coup, il fallait sortir de la confrontation et je pense que ce commissaire, alors de mon point de vue, a eu la bonne réaction. C'est-à-dire qu'il s'est excusé en disant qu'effectivement, le geste sur la maman était peut-être pas indispensable. Le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur enfonce le clou, puisque ce commissaire a été placardisé et que donc aujourd'hui, je dirais que c'est une façon de surenchérir de la part du commissaire. Mais les habitants ont eu une réaction admirable, c'est-à-dire qu'ils se mobilisent. Donc on a un collectif de mamans sur le quartier et un collectif d'habitants qui soutiennent ce commissaire et qui demandent sa réintégration parce qu'ils veulent, eux, bénéficier de ce service public, c'est-à-dire d'un service public, celui d'une police de proximité en quelque sorte, avec des gens... Un visage humain, finalement. Voilà, un visage humain, tout à fait. Et donc, alors on assiste à une confrontation sur la base justement de ce que pourrait être la police, une confrontation des idées entre les habitants des Tarterets qui réclament la réintégration de Pierre Bourdon et le ministère de l'Intérieur qui, lui, suit la ligne dure, entre guillemets. Voilà. Un autre sujet, l'attaque au couteau de Clay Souilly et le héros qui a permis d'arrêter l'assassin et peut-être d'éviter d'autres crimes. Il s'est retourné en nous menaçant avec le couteau, donc là on a reculé. Et je lui saute dessus par derrière en mettant un coup de pied. Et là il tombe. Là il y a des gens qui prennent des chaises, qui lui tombent dessus et c'est là qu'on réussit à le maîtriser. Moi je mets mon pied sur sa main où il avait le couteau. Il y en a qui lui mettaient des coups de chaise. Et voilà, après c'est parti vite. C'est une attaque qui a eu lieu en juillet dernier et tu estimes que Gérald Darmanin a invisibilisé le héros de Clay Souilly. Peux-tu nous en dire plus sur cette attaque, l'action du héros en question et le traitement dont, selon toi, il a été victime? Alors effectivement, c'est arrivé début juillet, donc dans une boutique de téléphonie. On a un assaillant qui, sur la base d'un différend commercial, il estime qu'il a été surfacturé de sa consommation, est mécontent. Donc il passe 3 ou 4 fois dans le magasin. A priori, il aurait proféré des menaces qui n'auraient pas été prises au sérieux. Puis un jour, il arrive avec un couteau, il poignarde 2 jeunes employés, dont un de 18 ans qui décédera de ses blessures. Donc ça provoque une vive émotion dans le secteur, dans la circonscription. Et l'auteur est interpellé. Alors sur les modalités d'interpellation, passé les 2 ou 3 jours qui suivent un petit peu les mois, on se rend compte que Gérald Darmanin a publié des tweets pour remercier l'intervention d'un policier hors service et d'un surveillant pénitentiaire, de façon très légitime s'ils sont intervenus. Il a tout à fait raison de les congratuler, sauf que on s'aperçoit qu'en réalité, alors la primo-intervention, c'est un passant qui en est l'auteur. Donc un prénommé Mohamed, originaire de Meaux, qui saute sur l'assaillant, qui le fait chuter au sol. Et alors, on a le policier hors service qui apparaît sur les images et qui le frappe à coups de chaise. Donc Mohamed écrase la main de l'assaillant pour l'empêcher de se servir de son couteau. Et le surveillant pénitentiaire, lui, a ses menottes dans la boîte à gants de son véhicule. Donc il court jusqu'à son véhicule, il récupère ses menottes. Une fois que l'assaillant est neutralisé par les primo-intervenants, il lui passe les menottes et ils attendent l'arrivée des effectifs. Sauf que dans la communication de M. Darmanin, on a effectivement l'apparition de ce policier hors service à plusieurs reprises. On a l'apparition du surveillant pénitentiaire, mais Mohamed est complètement absent de la communication officielle. Donc on a quelques médias, et on les en remercie, qui effectivement le mettent à l'honneur. Mais ça questionne. C'est-à-dire que ça questionne parce que est-ce que dans la ligne actuelle de la communication du ministère de l'Intérieur, un héros qui s'appelle Mohamed, ça pose problème? Donc voilà, moi, je profite de la parole qui m'est donnée justement pour interroger, parce que ce type-là, en réalité, on aurait dû le décorer. Je ne sais pas, puisque les événements ont eu lieu début juillet, on aurait peut-être pu le décorer à l'occasion de la session du 14 juillet pour la Légion d'honneur, on aurait pu l'inviter à la Garden Party, on aurait pu le mettre en perspective, parce que pour tous les jeunes originaires de cette banlieue et d'autres banlieues qui regardent, ils se disent, tiens, Mohamed s'est bien comporté. Donc ils se disent, en fait, je pense qu'on aurait pu stimuler justement la jeunesse à se comporter de façon exemplaire comme l'a fait Mohamed, mais en l'ignorant délibérément et en faisant comme s'il n'existait pas, on n'encourage pas justement cette jeunesse. La jeunesse se dit, regardez, finalement Mohamed est intervenu, à la fin il est complètement ignoré, on préfère mettre en avant les autres, donc ça sert à rien, si j'assiste à un truc, vaut mieux pas m'en mêler. Donc tu vois, c'est quelque chose, en fait on n'a pas voulu en faire un modèle positif, et c'est ce qui me questionne, et donc moi je profite modestement de la parole qui m'est donnée ici, pour rappeler que Mohamed existe, qui s'est comporté de façon exemplaire, et puis Mohamed, chapeau. Si Darmanin t'a pas félicité, moi en tout cas je te félicite vivement, tu as eu du cran, et grâce à toi, on a évité un drame. Tu voulais aussi nous parler de l'IGPN qui a blanchi un policier accusé de radicalisation, lequel a décidé de porter plainte contre Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur. Est-ce que tu peux revenir sur cette affaire ?
Oui, alors effectivement, c'est un policier, un capitaine de police à la police judiciaire qui s'appelle Hervé. Donc il se prénomme Hervé, il est a priori, selon les informations qui me sont parvenues, l'époux d'une femme d'origine marocaine, donc il décide de se convertir à l'islam dans le cadre de sa vie privée. Ça ne transparaît pas plus que ça dans son activité professionnelle au quotidien, sauf que malheureusement, la police étant ce qu'elle est, on ne va pas faire de généralité, mais on a des collègues d'Hervé qui sont un petit peu, je dirais, dérangés par ce choix personnel qu'il a pu faire. Donc naturellement, je crois qu'il respecte les interdits alimentaires, mais au-delà de ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais il fait l'objet de plusieurs signalements, parce que c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les gens, il y a un effet de meute où finalement les gens décident de procéder à des dénonciations, ils en parlent entre eux, puis finalement... Des dénonciations sur une base inexistante en réalité, là, dans ce cas. Oui, mais en fait, comme ça se fait dans le cadre du secret défense, finalement, ce genre de dénonciation se fait sans qu'on ait l'obligation de l'assumer, c'est-à-dire qu'on écrit un petit mot, qu'on glisse sous la porte, et puis voilà, la police ne peut pas l'ignorer délibérément, puisque naturellement, s'il arrivait quelque chose, on dira oui, mais regardez, ils ont été prévenus, on en a la preuve, et puis ils n'ont rien fait. Donc du coup, sur cette base-là... a conduit à une enquête de l'IGPN, c'est ça? Voilà, qui conduit à une enquête de l'IGPN, qui conduit à sa révocation. Et sa révocation intervient dans un contexte où il y a eu, juste après, en fait, l'attaque de la préfecture de police, c'est-à-dire de Michael Harpon, qui tue 4 de ses collègues. Alors, il est suspendu, il saisit le juge des référés, le juge des référés statue en faveur de l'administration. Donc sur le fond, il réussit à faire annuler sa sanction. Mais par contre, quand la préfecture de police le réintègre, il le réintègre à un autre poste, puisqu'il était en charge justement du fichier des personnes radicalisées. Mais la préfecture de police, malgré la réintégration et malgré l'annulation des sanctions par le tribunal administratif, décide qu'un musulman n'est pas apte finalement à s'occuper des questions de radicalisation et donc ne lui confère une autre responsabilité qui ressemble plus à une activité de placard qu'à autre chose en fait. Donc globalement, ces avocats ne se défaussent pas, ils continuent justement les poursuites et l'IGPN est forcée et contrainte de constater que finalement, à la date d'octobre 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle il est sanctionné, on n'a aucune raison finalement d'aller rechercher un dossier dans un tiroir pour actualiser une sanction et le suspendre de ses fonctions. Donc du coup, il s'agissait tout simplement d'une sanction à caractère discriminatoire. Ça a été reconnu par l'IGPN, le dossier était totalement vide. Et donc aujourd'hui, il est réintégré, mais il demande sanctions et réparation. Et donc l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est attaqué en justice. Et donc justement, moi, je profite encore une fois de l'occasion pour adresser à Hervé tout mon soutien et mes encouragements dans cette démarche. L'IGPN que tu estimes par ailleurs partial dans le traitement des plaintes de policiers, notamment tu évoques le cas de Linda Kebab et ton cas, tu estimes que l'IGPN est plus prompte à réagir et à se mobiliser d'une manière générale les services de police quand elle se dit attaquée par rapport à quelqu'un comme toi. Ah oui, naturellement. Deux exemples. Oui, alors moi j'ai déposé des plaintes, c'est exactement sur les mêmes bases, parce que comme tu le sais, moi je suis allé soutenir Taha Bouas dans le procès qu'il a opposé à Linda Kebab. Et moi, j'ai fait exactement la même chose. Je dis, très bien, moi, je me fais insulter tous les jours sur Internet, mais il y a également des policiers qui se font un malin plaisir, des policiers avec qui je travaille, qui se font un malin plaisir de raconter la vie du service, que certains ont fait fuiter mon dossier administratif sur les réseaux sociaux. On en a même qui photographient les cellules de garde à vue et qui les diffusent sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, c'est des lieux de privation de liberté, c'est formellement interdit. Et donc, moi, je les signale à l'IGPN en disant, voilà, il y a un petit problème, là, il y a des gens, il y a le devoir de réserve, il y a tout ça, mais il y a aussi le secret professionnel, il y a la diffamation. Et moi, je saisis, alors dans un premier temps, j'ai saisi le parquet n'a jamais réagi. Quand je saisis les commissariats de gendarmerie, j'ai absolument aucune réponse. Donc pour une fois, j'ai décidé de saisir un juge d'instruction. Le juge d'instruction me répond, alors avec dépit, parce que je pense qu'elle était de bonne volonté. Elle me dit, j'ai saisi la BRDP, le fameux service justement qui a mené les investigations sur l'affaire qui opposait Taha Bouas et Linda Kebab. Et la BRDP a eu un délai de 6 mois pour mener des investigations et ils n'ont absolument pas répondu, ils n'ont mené aucune investigation. Donc document à l'appui. Donc écoute, moi, je me dis que c'est quand même bizarre pour un service public que justement, en fonction de la
personne qui dépose plainte, la police décide de mener des investigations ou pas. Voilà, moi je m'étonne de la disproportion justement de l'action policière qui est menée en fonction justement de la personne qui dépose plainte. Donc il ne s'agit pas de l'IGPN en fait que tu accuses d'être partial, il s'agit de la BRDP. Voilà, tout à fait. Alors les deux, je veux dire, mais la BRDP effectivement, pourquoi ? Parce que dans le cas, alors dans les deux cas, je veux dire, j'ai saisi l'IGPN aussi. Quand des policiers, parce que l'IGPN est compétente pour agir uniquement si les policiers sont mis en cause. Et donc moi j'ai saisi l'IGPN, donc la réponse de l'IGPN, je la mets à ta disposition, c'est de dire que en fait, le cadre administratif ne permet pas de contraindre Twitter à délivrer les adresses IP des auteurs de propos et que donc il faut une réquisition judiciaire pour pouvoir justement contraindre Twitter à fournir les données personnelles des utilisateurs. Et moi, je leur ai dit très bien, vous ne me le direz pas 2 fois, je vais déposer plainte. Donc je suis passé par un avocat qui a saisi le procureur en direct, puisque il y avait quand même une certaine sensibilité de l'affaire, puisqu'il s'agissait de demander à des policiers de mener des investigations sur d'autres policiers. Et donc clairement, le parquet m'a envoyé bouler. Donc voilà, j'ai pas eu de réponse concluante dans les 2 cas. Donc du coup, naturellement, moi, je vais pas dire que j'ai renoncé. Je laisse les élections passer parce que là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la politique a son mot à dire justement dans le règlement des affaires judiciaires. Donc si vous êtes macroniste et que vous déposez plainte, là, on vous déroule le tapis rouge. Si vous êtes dans l'opposition, et d'ailleurs ça a été aussi le cas pour Jean-Luc Mélenchon, et que vous déposez plainte, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, le cas de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'il est menacé. En théorie, il aurait dû être mis sous protection. Mais comme effectivement c'est Jean-Luc Mélenchon, il se débrouille. Par contre, pour pas le citer, Éric Zemmour, il est sous protection depuis des années et des années. Donc voilà, il y a une disproportion justement de l'investissement des organes de police qui pose question. Alors, moi je ne me prononce pas sur un candidat ou pas, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Mais le seul candidat qui aujourd'hui évoque cette question avec sérieux et qui propose une refondation de la police et une réouverture des enquêtes, notamment concernant les violences policières qui ont eu lieu pendant les manifestations, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul qui a dit qui ferait le ménage de haut en bas dans l'institution policière et qui réouvrirait toutes les enquêtes. Éric Zemmour soutient la police de façon inconditionnelle. Marine Le Pen soutient la police de façon aveugle et inconditionnelle. Le seul qui remet en question... Emmanuel Macron, c'est le chef de la police. J'en parle même pas. Lui, il est l'auteur, complice même de ce qui se passe actuellement. Donc, non, mais voilà, lui, il est au pouvoir. Il aurait eu la possibilité de le faire. S'il ne l'a pas fait pendant ce mandat, il ne va pas le faire pendant le suivant. Je veux dire, non, mais ça n'a même pas de sens. Je ne me pose même pas la question. Donc, moi, j'invite. Et il y a en ce moment les débats LR, en fait, entre les différents candidats à la candidature LR. Ça parle beaucoup de sécurité et de police. Il y a des clivages. C'est-à-dire que, alors si je dois donner mon avis sur les débats tels que j'ai pu les observer, donc Éric Ciotti, je pense, rêve de devenir le ministre de l'Intérieur d'Éric Zemmour. Je pense qu'il y a en tout cas des appels du pied qui vont en ce sens, parce que je ne vois pas la nuance, justement, entre... je veux dire, voilà, il est sur une ligne d'extrême droite dure, selon moi en tout cas. Après, alors les 2 seuls modérés, je veux dire, qui ont une position plutôt modérée, c'est le professeur Philippe Juvin et Michel Barnier, qui sont les 2 candidats, on va dire, de la droite républicaine. Valérie Pécresse... Ils sont modérément modérés, on va dire. Non, mais ils sont sur une ligne, on va dire, plus républicaine. Voilà, ils ne sont pas sur une ligne d'extrême droite. Et Valérie Pécresse a, je pense, s'est tiré une balle dans le pied en se prononçant pour la suppression de 150 000 emplois de fonctionnaires. Donc, du coup, on peut soutenir la police et en prétendant qu'on va supprimer 150 000 postes dans la fonction publique, c'est compliqué. Donc voilà, après, je veux dire, la ligne Bertrand, je n'ai pas tout à fait cerné. Je pense que c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît actuellement, justement. Donc du coup, moi, je ne suis pas adhérent des Républicains, je donne un avis extérieur sur ce que j'observe. Sur le seul diagnostic aujourd'hui qui pose l'existence d'un vrai problème policier, c'est-à-dire d'un vrai problème dans les relations police-population, c'est la France insoumise. Voilà, oui, aussi le NPA et Philippe Poutou, mais on ne sait pas s'il aura ces 500 il a eu des propos un petit peu excessifs selon toi, c'était un peu excessif. Non, mais quand il dit la police tue, la police a tué. Moi, j'étais cette semaine encore avec la famille Chouvia. Je suis en lien avec l'un des fils de Zineb Redouane. Donc, la police a tué. Il y a eu, et la façon dont ces meurtres ou ces crimes ont été traités pose question, effectivement. Mais dire que la police tue au quotidien...
Moi, je suis très critique vis-à-vis de l'action policière, mais je pense que c'était un peu maladroit, voilà, un peu excessif. Après, bon, on peut ouvrir le débat là-dessus, il n'y a aucun souci. De toute façon, les candidats n'ont toujours pas leur 500 signatures. Certains candidats ne sont pas sûrs de les avoir. Et donc, on attend de voir quelles idées finalement seront au premier tour de la présidentielle. Merci Noam. On rappelle que tu as publié ce livre aux éditions Talma Studio, Sans conseil pour votre sécurité. Je suis un mauvais vendeur de tapis, je dirais. Mais par contre, j'ai voulu que la sécurité à mon petit niveau soit gratuite et accessible à tous. Donc gratuite, c'était pas possible parce que les livres, il faut les vendre, il y a des frais d'impression. Donc quand j'ai négocié avec cet éditeur, parmi d'autres, justement, on s'est choisi mutuellement, mais moi j'ai choisi de collaborer avec cet éditeur parce qu'il a accepté que le prix de l'ouvrage soit plafonné à 12 €. Donc j'estime que c'est quelque chose pour ceux qui voudraient faire un cadeau de Noël, qui voudraient avoir une action utile pour une personne pour laquelle ils s'inquiètent. 12 € est un tarif accessible. Et pour ceux aussi qui veulent faire un petit big up à Noam Anouar, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Et il est imprimé en France. Voilà, on aurait pu aussi, pour élargir les marges, le faire imprimer en Pologne ou à l'étranger. Moi, j'ai choisi de le faire imprimer en France, quitte à réduire les marges, parce qu'on ne peut pas tenir un discours et en pratique faire le contraire de ce qu'on dit. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est 100% made in France. Il coûte 12 € et vous verrez que voilà, je vous laisse vous faire votre appréciation. Je ne me prononce pas dessus. Merci. Sans conseil pour votre sécurité, c'est de Noam Anouar aux éditions Talma Studio. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.